Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. Cela fait 3 ans que Giorgia Meloni est au pouvoir en Italie et son bilan semble très positif. Une stabilité gouvernementale exceptionnelle, une bonne tenue du budget en 2024, des relations apaisées avec l'Union européenne. Cette femme politique nationaliste et conservatrice, rappelons que son parti, Fratelli d'Italia, s'inscrit dans la filiation de Benito Mussolini, fait rêver une partie des droites et extrême droite françaises et même certains magazines qui lui consacrent des unes dithyrambiques. Alors que l'on entend de plus en plus l'expression « modèle Meloni », à quoi ressemble vraiment la société italienne sous le mandat de cette chef d'État ? À quel point sa devise « Dieu, patrie, famille » rencontre-t-elle du succès ? Et quels sont les effets concrets de ces réformes ? C'est ce qu'on va explorer dans cet épisode avec notre invité Marc Lazare, historien, spécialiste de la vie politique italienne. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po Paris. Vos travaux portent notamment sur les mutations démocratiques en Italie. Vous avez coécrit, entre de nombreux autres, le livre « Peuplocratie, les métamorphoses de nos démocraties ». C'était chez Gallimard en 2019. Et vous êtes aussi éditorialiste au quotidien italien La Repubblica. Alors, pour entrer doucement dans le sujet, j'aimerais déjà vous demander, Marc Lazare, tout simplement si Giorgia Meloni est populaire en Italie. Est-ce que les Italiens sont contents de ce qu'elle a fait ces 3 dernières années ? Alors, pas tous les Italiens, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'elle a gagné en coalition avec 2 autres partis. Son parti a obtenu 26% des voix en septembre 2022. Elle-même bénéficie d'une vraie popularité, 30% à peu près, même plus parfois dans les enquêtes sur la popularité des responsables politiques. Mais il y a une autre moitié d'Italie. Il y a la moitié de l'Italie qui vote pour cette coalition de droite. Il y a une autre moitié qui vote pour les oppositions qui sont incapables de s'unir. Donc oui, elle est populaire auprès de son électorat. Je crois qu'il y a un certain président de la République d'un grand pays européen qui souhaiterait avoir la même popularité. Donc oui, elle a conforté, entre autres parce qu'il n'y a pas pour le moment de leader contre elle, et puis parce que, on va y revenir certainement, une partie de sa politique plaît à son électorat, et à un électorat de droite. Eh bien justement, sa politique, entrons dans le vif du sujet. On doit bien avoir une impression déjà au bout de 3 ans d'effets majeurs, notables de ce qu'a fait Giorgia Meloni depuis son arrivée au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu ce panorama ? Alors peut-être pas de manière exhaustive, il y aurait beaucoup à dire, mais par exemple en matière de marché du travail ou en matière sociétale, à quoi ressemble la vie italienne aujourd'hui ? Alors, d'abord, il y a ce que vous avez dit en introduction, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au pouvoir en 2022, elle a une réputation sulfureuse, donc elle était très surveillée, et elle a tout fait pour essayer de montrer qu'elle respectait tout ce qui avait été précédemment fait par les différents gouvernements antérieurs, et notamment d'un point de vue économique. Le changement en Italie, c'est 2011-2013, c'est-à-dire au moment où l'Italie est dans une situation financière de ses finances publiques catastrophiques, et c'est le fameux gouvernement technique de Mario Monti qui va faire une cure d'austérité redoutable à l'Italie. Et puis, la plupart des autres gouvernements, à l'exception d'un seul, vont continuer cette politique. Et en plus, il y aura eu le gouvernement Mario Draghi, là aussi, qui est allé de 2021-2022, qui, lui, est arrivé dans un contexte plus favorable parce que, notamment, il y a plus de 200 milliards d'euros qui ont été donnés ou prêtés à l'Italie après la crise du Covid. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qu'elle a fait, c'est peut-être ce qu'il y a le plus à son actif, c'est, et vous l'avez rappelé, assainir les comptes publics et notamment le déficit public. La dette publique reste très élevée. Si je comprends bien, elle récolte aussi les fruits de ses prédécesseurs. Exactement, je crois que c'est important, surtout vous l'avez aussi rappelé en introduction, et vous avez raison, dans ce climat de mélonimania qui existe en France, notamment à droite, mais qui existe aussi en Grande-Bretagne et encore plus aux États-Unis. Donald Trump adore Giorgia, son amie Giorgia, donc Giorgia Meloni. Donc c'est un élément important. Elle a cet héritage, elle le poursuit, et je dirais qu'elle l'approfondit notamment sur la question du déficit public. Elle essaye de diminuer une dette public. Donc ça, c'est le premier élément à son actif. Mais ce que vous soulevez comme question, et je vous en remercie parce que c'est en général peu abordé, c'est les questions sociales. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle a baissé un peu d'impôts, mais en fait, le pays reste caractérisé par une pauvreté croissante. On estime qu'il y a plus de 5 millions de pauvres en Italie, en particulier dans le sud de l'Italie, où un des gouvernements populistes antérieurs avait instauré ce qu'on appelle en Italie un revenu de citoyenneté pour les familles les plus démunies.
Ça a été supprimé immédiatement par ce nouveau gouvernement. Le creusement des inégalités s'accroît encore en Italie. Inégalité sociale, inégalité de genre entre hommes et femmes. Les femmes en Italie accèdent au marché du travail, mais de tous les pays de l'Union européenne, c'est un des pays où elles ont le moins accès au marché du travail. Inégalité de génération, et ça c'est capital en Italie, dans un pays en plein déclin démographique. On a quasiment plus de 140 000 jeunes qui sont en plus des diplômés, qui ne trouvant pas de place dans cette société gérontocratique italienne, partent à l'étranger. Inégalité aussi territoriale, la fameuse différence entre le nord de l'Italie et le sud continue de s'affirmer. Un des points à son actif, et c'est ce qu'elle ne cesse de dire, notamment parce qu'elle aussi, elle célèbre ses 3 ans, et avec toute la qualité de communication dont elle fait preuve, c'est de dire que jamais, comme aujourd'hui en Italie, le chômage a été si bas. Un bon point, en effet, mais immédiatement deux nuances. D'abord, l'Italie, du point de vue du marché du travail, est un pays où il y a peu de gens qui travaillent. Il y a quand même près d'un Italien sur 4 qui a plus de 65 ans. Et d'autre part, ça s'est accompagné, alors ça avait commencé avant, mais ça ne fait que s'accentuer, d'une précarisation du marché du travail qui frappe en particulier les femmes, les jeunes et les immigrés. Est-ce qu'on ressent au sein de la société italienne une friction? Vous disiez tout à l'heure qu'une partie, évidemment, du peuple italien n'avait pas voté pour Giorgia Meloni. Est-ce qu'il y a une tension exacerbée, des oppositions ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Et ça, c'est vraiment une grande question, j'allais dire un peu historique en Italie, parce que je viens de vous dénoncer... pas de dénoncer la pauvreté, les différences, les inégalités, etc. Et à chaque fois, on se dit, mais pourquoi ça n'explose pas? Chez nous, ça explose. Pourquoi ça n'explose pas en Italie? Je pense qu'il y a au moins une raison. C'est bien que la famille italienne ait beaucoup changé historiquement, c'est plus la même famille qu'avant. Si vous êtes très jeune, mais s'il y a des auditeurs qui sont un peu âgés comme moi, on a en tête la famille italienne avec le papa, la mamma, puis une ribambelle de bambini. C'est fini ça, c'est complètement fini. Puis on divorce même en Italie maintenant, même si on divorce difficilement, mais la famille reste un formidable réseau d'amortisseurs sociaux parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir vous aider. L'entraide familiale reste très forte et donc ça n'explose pas pour ça. La deuxième raison, c'est le travail au noir qui est très développé en Italie. Alors certes, Giorgia Meloni, comme tous les gouvernements, dit qu'elle fait la chasse au travail au noir, mais tout le monde sait qu'en Italie, c'est particulièrement diffusé. Puis troisième argument, j'ai évoqué le Sud, mais dans le Sud, il y a la criminalité organisée, c'est-à-dire les mafias diverses et variées qui vous offrent de la protection et qui se substitue à la défaillance de l'État. Il y a un autre élément phare du programme de Giorgia Meloni, c'est la lutte contre l'immigration. Elle a beaucoup fait campagne là-dessus et l'Italie, on le sait, est une porte d'entrée européenne pour des migrants en provenance du Sud. Est-ce que cette politique anti-immigration est soutenue par les Italiens? Et là aussi, est-ce qu'elle a des répercussions visibles au sein de la société? C'est un sujet essentiel. C'est un sujet essentiel parce que, en fait, Giorgia Meloni, pas la première année, mais à partir de 2023, a véritablement élaboré une politique qui ne correspondait plus à ce qu'elle avait dit lorsqu'elle était en campagne ou même avant la campagne, c'est-à-dire cette fameuse idée du blocus naval contre les migrants qui arrivent dans des conditions effroyables que l'on connaît à travers la Méditerranée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Deux choses. D'une part, une lutte particulièrement sévère contre l'immigration, contre ces migrants et l'immigration clandestine, avec restriction des conditions d'accès, avec restriction de l'activité des organisations non gouvernementales qui venaient au secours de ces migrants, même si la plupart de ces migrants sont sauvés par la marine italienne, beaucoup plus que par les ONG, mais en tout cas, elle a limité leur activité. Répression très dure quand on arrive à prendre des migrants clandestins, déterritorialisation avec son projet de faire en sorte que, justement, ces migrants, quand ils arrivent, leurs dossiers seront examinés en Albanie. Elle a passé un accord avec le gouvernement albanais dirigé par un socialiste. Et puis, elle a passé des accords avec les pays comme la Libye et l'Égypte pour contre-espèces sonnantes et trébuchantes, où les migrants qui veulent migrer sont justement parqués, il n'y a pas d'autre mot, dans des camps, dans des conditions très difficiles. Donc le résultat, c'est vrai qu'elle a eu tendance à faire plutôt baisser le nombre de flux migratoires. Et elle a beaucoup communiqué là-dessus. Elle n'a pas dit que ces flux migratoires vont maintenant du côté de la Grèce ou de l'Espagne. Mais il y a une deuxième politique qu'elle a faite, et là, elle est très discrète. C'est que devant le déclin démographique et devant la pression des organisations patronales, qui sont organisées dans une organisation qui s'appelle la Confindustria, encore plus
forte et plus puissante que le MEDEF ici en France, réclame à corps et à cri de l'immigration de travail. Et donc, elle a fait passer 2 décrets-lois, un en premier en 2023 et un au printemps dernier. Le premier, c'était l'accueil de près de plus de 400 000 migrants et le deuxième, plus de 500 000 migrants qui vont arriver en Italie. Ça, c'est l'immigration légale, mais une immigration choisie. Il y a un certain nombre de pays qui peuvent fournir ces migrants. Quels sont ces pays? Ceux qui ont signé des conventions de collaboration avec l'Italie. Deuxièmement, c'est une immigration essentiellement ou masculine ou féminine, mais sans regroupement familial, avec des CDD, donc pas un contrat de travail à durée indéterminée. Et en plus, il ne faut jamais oublier ça, en Italie, il n'y a pas de salaire minimum. Et donc, ils peuvent être embauchés à des prix, si j'ose dire, défiant toute concurrence. Et donc, cette politique, elle est approuvée par les Italiens. C'est un pays qui n'avait pas l'habitude de l'immigration, qui a aujourd'hui plus de 5 millions d'immigrés légaux et qui maintenant ce pays est contraint à prendre cette immigration légale, contrairement effectivement aux grands arguments très populistes de Giorgia Meloni sur le blocus naval. Mais attention, c'est un certain type d'immigration. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que cette politique n'est plus simplement italo-italienne. Ça, vraiment, il faut le comprendre. Elle est en train de gagner au niveau européen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au Parlement européen, toute une partie du PPE, du Parti populaire européen, trouve ça très intéressant. Le gouvernement danois social-démocrate s'inspire de cette politique. Cette politique-là commence à être approuvée un peu partout par tous les gouvernements, quelle que soit leur sensibilité politique. Et hors de l'Union européenne, le Premier ministre britannique travailliste est venu à Rome et a salué la politique de Giorgia Meloni en disant qu'il fallait s'en inspirer. Donc c'est une des plus grandes victoires de Giorgia Meloni. D'où le modèle Meloni vanté. Alors, je pense qu'il n'y a pas de modèle au sens de Made in Italy à exporter, mais il y a une source d'inspiration, et notamment sur ces questions de politique d'immigration. Et effectivement, une partie de l'Italie est traversée par, puisque vous parliez de l'opinion publique en quelque sorte, elle est traversée entre 2 sensibilités. Il y a une tension entre des réactions xénophobes, incontestables, encore une fois dans un pays en déclin démographique, il y a plus de morts que de naissances depuis plus d'une dizaine d'années en Italie. Encore cette année, j'ai vu les premiers chiffres, c'est encore un effondrement. Et donc, il y a une sorte de réaction de rejet de ces nouveaux arrivés, et en même temps, un très bon accueil, notamment du patronat, qui se réjouit de cette main-d'œuvre très bon marché, ce qui suscite des tensions avec les organisations syndicales italiennes, bien sûr, et notamment les travailleurs italiens qui, par ailleurs, ne veulent pas exécuter les travaux que font les immigrés, notamment dans les champs ou dans certaines usines où les conditions de travail sont assez rudes. Mais ne veulent pas non plus que les salaires soient tirés à la baisse, Bien évidemment. même sans minima, comme vous l'avez précisé. Très intéressant ce que vous disiez sur l'expansion européenne de ce que fait Giorgia Meloni, qui est peut-être qu'on peut dire aussi un peu une alliance de la droite et de l'extrême droite, même si vous le disiez, ça va jusqu'à séduire des sociodémocrates, parce que l'Europe, c'est un autre sujet sur lequel Giorgia Meloni a fait un virage à 180 degrés entre sa campagne et ce qu'elle a fait une fois élue, puisqu'elle était très eurosceptique quand elle faisait campagne, et puis finalement, une fois au pouvoir, elle s'est rapprochée très stratégiquement d'Ursula von der Leyen et a réussi à faire passer ses idées, et elle œuvre beaucoup au niveau européen. C'est quand même une bonne diplomate. C'est une redoutable politique et une excellente communicante. Alors, petit rectificatif, elle avait commencé à évoluer sur l'Europe bien avant la campagne de 2022. Mais vous aviez raison, elle était critique de l'Union européenne. Elle ne voulait plus sortir, comme elle l'avait dit au lendemain du Brexit, elle ne voulait plus que son pays sorte de l'Union européenne, encore moins d'abandonner l'euro, alors qu'au début, elle pensait qu'il fallait revenir à la lire. Elle avait évolué un peu, mais c'est vrai que depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, elle a encore plus accentué ce tournant qu'elle avait amorcé déjà un peu avant la campagne de 2022. Par rapport à cette mélonimania dont je parlais, qui nous explique que maintenant Giorgia Meloni est une grande européenne. Attention, oui, elle a compris que l'Italie resterait dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les Italiens veulent rester dans l'Union européenne. Bien sûr, comme toutes les populations de l'Union européenne, on critique en Italie la bureaucratie européenne, l'absence de démocratie en Europe, au niveau européen, tout ce que vous voulez. Mais les Italiens sont attachés à l'Europe, malgré tout, dans toutes les enquêtes d'opinion, et encore plus à la monnaie unique. Donc, elle a enregistré cette réalité.
Elle se prétend effectivement européenne, mais pas n'importe quelle Europe. Son Europe, ça, elle n'a pas bougé d'un iota là-dessus. C'est l'Europe des nations et des peuples. C'est-à-dire que son idée, c'est d'essayer de recouvrer plus de souveraineté nationale au sein de l'Union européenne. À cet égard, elle est proche de tous les autres nationaux populistes, au-delà de leur profonde divergence sur d'autres sujets. C'est, si vous voulez, l'anti-Macron à cet égard au niveau européen. Et oui, son habileté est redoutable parce qu'elle a tout de suite noué d'excellents contacts avec Ursula von der Leyen, en jouant aussi sur le fait que ce sont deux femmes, et c'est pas n'importe quoi pour Giorgia Meloni, qui vient d'un parti, vous l'avez rappelé, Frères d'Italie, parti machiste, viriliste, ce qui fait qu'elle explique qu'elle n'a pas besoin d'être féministe, puisqu'elle s'est imposée à la direction de ce parti, mais surtout, son objectif est très clair, vous l'avez dit, c'est la porosité de plus en plus éclatante entre ce qu'elle propose et le Parti populaire européen, c'est-à-dire la droite classique, jusqu'en France. Et donc, c'est ça sur lequel elle joue, avec un objectif, c'est de progressivement, c'est ce qu'elle voudrait réaliser, détacher la coalition qui a porté Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, donc intégrant les socialistes et les libéraux, les détacher pour faire une alliance Parti populaire européen, Parti des conservateurs réformistes européens, avec cette idée, je dirais, presque fantasmatique d'essayer de recouvrer plus d'espace pour la dimension nationale. Car, vous l'avez dit, son triptyque, c'est Dieu, patrie, famille, Dieu, famille, patrie. Et notamment, elle incarne une forme et revendique une forme de nationalisme. Eh bien alors justement, face à ce nationalisme, quid de l'opposition de gauche en Italie? Dans quel état est-ce qu'elle est? Comment elle s'organise? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des oppositions. Il y a 3 oppositions. L'opposition, en Italie, vous savez, on n'emploie pas l'expression gauche ou droite. On emploie l'expression centre-gauche ou centre-droit parce que les partis politiques considèrent que pour gagner les élections, il faut gagner les électeurs modérés. Mais peu importe. Il y a le principal parti, c'est le Parti démocrate. Lointain descendant de l'ancien Parti communiste italien, le plus puissant de l'Europe occidentale, mais lointain. Et donc ça, c'est à peu près 26% des voix. Ce parti est dirigé par une femme qui s'appelle Elly Schlein, qui a eu tendance à déplacer le centre de gravité du Parti démocrate très à gauche. Puis il y a une deuxième formation à propos de laquelle on commet beaucoup d'erreurs en France. Ça s'appelle le mouvement 5 étoiles, qui avait été fondé par ce comique Beppe Grillo, qui a beaucoup évolué. Mais le mouvement 5 étoiles n'est absolument pas l'équivalent, contrairement à ce qu'on dit en France, de la France insoumise. Formation très bizarre, pour moi, c'est le modèle de populisme en Europe. Alors, un modèle de laboratoire parfait. C'est un populisme merveilleux, si j'ose dire, du point de vue analytique. Et il est à la fois de gauche, de droite, un peu écolo et surtout très pragmatique. Et il essaye de concurrencer le Parti démocrate. Il oscille autour de 15-16%. Et puis, il y a un troisième regroupement, de petites formations centristes. C'est ça, les oppositions. Et pour le moment, elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Elles ont perdu les élections alors qu'elles étaient à peu près, le centre-droit et l'ensemble des oppositions, à peu près à équivalence, simplement à cause du mode de scrutin proportionnel d'un côté, et puis l'autre scrutin, c'est scrutin majoritaire uninominal à un tour. Ça veut dire que le candidat qui arrive en tête, quel que soit son score, est élu. Si vous avez un candidat de l'ensemble des droites face à 3 candidats des oppositions, évidemment, le candidat de droite gagne. C'est ce qui s'est passé. C'est uniquement ce qui s'est passé. Enfin, uniquement. C'est une des raisons de la victoire de Giorgia Meloni. Ces oppositions, pour le moment, sont divisées, se concurrencent, sont incapables de présenter un programme alternatif pour le moment et n'ont pas de leader parce qu'il y a plusieurs leaders qui voudraient être le ou la leader de l'ensemble. Pour le moment, c'est un boulevard pour Giorgia Meloni. Sa popularité dont on a parlé, sa projection vers le futur est d'autant plus aisée pour le moment que ces oppositions sont incapables de s'unifier. Un boulevard qui pourrait la mener jusqu'en la date des prochaines élections? Alors normalement, la prochaine élection législative, c'est en 2027. Est-ce qu'il y aura des élections anticipées? On pense qu'elle y réfléchit. Elle a beaucoup d'autres idées en tête. Mais pour le moment, voyez-vous, je crois qu'elle dort tranquille toutes les nuits. Eh bien, merci beaucoup Marc Lazare pour ce panorama de la vie italienne sous Giorgia Meloni. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de la vie politique italienne. Vous avez également signé l'Italie des années de plomb. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. L'interview du Monde devant soi est un podcast de Slate.fr. Production éditoriale, Hélène Decommer et Marie Agassan. Présentation, Hélène Decommer.
prise de son, montage et réalisation, Johanna Lalonde.